La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui choupit sur les margoulettes. Ah, c'est dur. Marsicoute, c'est bien merde, je l'avais pas. Ce sont les saucissons qui marsicoutent. Oh non, mais j'y sais pas. Là, margoulette, ils sont qui margoulette. Ils se sont cassés la Ah margoulette. bah là, ils ont la mâchoire en moins. Hein. Bah là, tu te casses la margoulette. Tu casses la margoulette, pauvre choupisson, il est pas bien. La choupisson, quoi. Ah non, on va éviter de casser les choupissons. Enfin, pas sans Chatterton. Ah, tout va bien. C'est bol. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui a des références. Qui sait de quoi il parle. Surtout quand il s'agit de bande dessinée de qualité. Et pour parler de bande dessinée de qualité, nous avons un programme de malade. Ce soir, nous allons parler de Revoir Comanche. Trop bien. Éclore. Super. Du jour le plus long du futur. Ouais. Non. Du Terre ou Lune. Voilà. Et du Mandalorien et Grogu. Ouais. Voilà. Parce qu'on est comme ça. Et voilà, vous De venez l'entrain. d'écouter le dernier podcast. Mais pour ce faire, nous sommes accompagnés des meilleurs, parce que c'est toujours le cas. The Toujours. best of the best. The best avec of the best. Eric Roberts. Eric Roberts Nao. Salut Nao. Le C'est tournoi quoi de Ça va taekwondo Ça va. ultime. Ouais, pas trop choqué d'être en notre présence. Non, prête ça va. prête Je le vis bien. Ouais, ça va. Moi, c'est Ça moi va qui bien suis se choqué. passer. Voilà. À ses côtés, il y a Thio. Hello Thio. Hello. Ouais, tu passes des bonnes journées. Je passe des bonnes journées. En ce moment, j'écoute un super podcast et c'est pas le nôtre. Ça s'appelle Le Bon, le Culte et le Navrant. Et c'est trop bon. Enfin, on serait plutôt le troisième. Navrant, oui, Navrant, ça nous va bien. Peut-être c'est pour ça que je me reconnais plus. Voilà. Et le plus avant de nous, bah justement, pour nous présenter, c'est Isaac. Salut Thi. On a fait la bonne, l'inculte et les navrants. Et Navrant, Et moi, je suis Wana Pied, je suis votre hôte ce soir. Je suis là pour vous guider vers les chemins de la bonne BD et la Oula. moins bonne aussi. Mais globalement, on a Le plutôt un culte et le beau navrant. programme. Ouais. Et je pense qu'on peut tout de suite démarrer par vous demander des sous. Ah, voilà. Thune là. Non, mais je veux dire, c'est l'essentiel, Ouais, c'est le on truc en a. important. C'est Nous sommes sur tipeee.com/la voix des bulles. Si vous avez envie de nous offrir un café par mois, Ah. nous faire un petit plaisir, c'est sympa. Oh. Si vous voulez nous offrir une bouteille de champagne par mois, vous pouvez aussi. Ouais, enfin, avant, on avait une bouteille de pinard par émission, et là, on est à l'eau et au 7-Up. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas sorti les bouteilles, elles y sont dans les bouteilles. Ouais, mais là, j'ai pas envie. Là, Alors, je t'explique. Ah, c'est dur de Je vivre. t'explique, non, en fait, c'est qu'il fait 35 degrés. Là, ouais, là j'étais à 48 degrés toute la journée. Mais, Voilà. mais sachez que si vous n'avez pas d'argent, mais que vous voulez nous soutenir et nous aider, nos émissions sont désormais disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcast. Donc vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. On a très peu de commentaires sur Spotify. C'est vrai, ce des qui est commentaires, dommage. c'est important. Et vous pouvez aussi le faire sur YouTube, parce que nous sommes sur YouTube Podcast maintenant. À cause de Nao. Ouais, à cause de Nao. Ouais, Voilà. grâce ça à moi. marche, ça marche au fait. Non, ne t'écoute pas. Bah non, Mais mais tu j'écoute l'as. pas, mais Bah non, parce qu'elle écoute des bons tu trucs. t'écoutes toi-même. Bravo. Non, c'est Bravo. très étrange de s'écouter Ouais, soi-même. Ouais, c'est dur. C'est très Là, étrange. tu fais. Non, par contre, il faut effectivement que j'aille voir comment ça Voilà. fonctionne et j'ai pas pris le temps. Donc, on est sur YouTube Podcast. Franchement, avec les Alors, 5 heures de voiture quotidienne que tu fais. Attention. Alors, mais ça, c'est que depuis aujourd'hui. Mais à Attention. partir de maintenant, je vais pouvoir. Du coup. subtilité, parce que c'est super chiant à gérer YouTube Podcast. subtilité. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez voir la vidéo, vous allez sur YouTube et vous inscrivez pas au podcast de la Voix des Bulles. Sur le podcast de la Voix des Bulles, il n'y a pas la vidéo. Quoi, mais tu vous veux avez de un l'eau meilleur son. Mais vous avez un meilleur son si vous êtes sur le podcast sans la vidéo et vous avez un moins bon son si vous êtes sur le podcast avec les vidéos. Et c'est comme ça parce que sinon c'est chiant. J'ai rien Voilà. compris, mais tout pareil. Bon, avec la vidéo, t'entends moins bien, mais sans la vidéo, t'entends plus mieux. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. C'est très clair. Voilà, donc tipeee.com/la Voix des Bulles. Ok. Revoir Comanche, une bande dessinée scénarisée, dessinée et colorisée par Romain Renard, d'après Greg et Herman, sortie au Lombard pour 22,95 €. Je ne dirai pas la suite des statistiques, car nous avons un super tableau derrière. Et c'est Isaac qui nous en parle. Absolument. La Lokyo-cam est réglée. hein. L'Octocam, elle est réglée. Alors, bah justement, parce que Romain Renard faisait des trucs sur les Canadiens. Ouh là, elle est bien réglée là. Oh, ouais, là tu Vas-y, peux continue. bien zoomer. Je lui fais des signes. Alors, nous allons suivre une jeune bibliothécaire, historienne, prénommée Vivienne, qui part à la rencontre d'un certain Cole Hupp, alias Red Rust, dans le cadre d'un travail sur les derniers témoins vivants de l'époque du Wild West. En tout cas, c'est ce qu'elle affirme, avec son ventre rebondi qui cache un heureux événement. Elle sait que le vieil homme qui vit seul dans sa maison au milieu de la forêt en Californie est celui du ranch 666. Elle n'est pas parvenue à joindre le ranch du Wyoming où doit encore vivre une certaine Comanche, la femme que Red a bien connue des décennies plus tôt. Elle se fait expulser sans ménagement par ce même Red Rust. Et après son départ, il va quand même tenter d'appeler depuis la ville toute proche pour essayer de joindre le ranch. Et effectivement, on ne peut plus joindre le 666.
Il pense à ses anciens compagnons, pardon, et décide de proposer à la jeune femme, finalement, de rejoindre le Wyoming en voiture, ensemble, parce que bon, finalement, il était parti pour y aller à pattes ou en cheval, ça va rester quand même un petit peu long. Ce sera l'occasion pour Vivienne de lui poser des questions, à ce dernier témoin vivant d'un temps où le Wyoming n'avait pas encore rejoint l'Union, où des peuples indiens cohabitaient, et peut-être entendre les mots sortir de la bouche même de Redrust pour en parler. Elle lui montre des clichés... Red Dust, pardon. Oui. Elle lui montre des clichés où on le voit aux côtés de cette fameuse Comanche, cette jeune femme visiblement très sérieuse, mais très belle aussi. Elle pourrait l'aider à revoir une dernière fois son ami très proche. Elle découvre très vite que Dust est encore activement recherché par la police en traversant les différents États, et que le souvenir des règlements de compte avec les frères Dobbs, notamment, continue de marquer ses souvenirs. Une pause dans le Nevada chez un vieil ami indien va lui apprendre ce qu'il est advenu de Toby et de Clem, et que Comanche, si elle est encore au ranch, doit y être seule, bien seule. La route va continuer et Red Dust va se rapprocher des fantômes de son passé, de la violence qui y sont rattachés, et ce, de manière absolument inéluctable. Parviendra-t-il à revoir Comanche ? Voilà le titre de notre album. Waouh, tu as vu la boucle bouclée, c'est magnifique. Toi, on voit que tu écris des chroniques. Ben moi, je fais pas des chroniques avec Gemini. L'auteur de Melville s'est lancé... L'auteur de Melville s'est lancé dans une aventure étonnante et très rapidement fascinante qui consiste à retrouver Red Dust. Je dis bien retrouver, mais quelques dizaines d'années après les aventures de Comanche, la série western culte des années 70-80 sponsorisée par les M&M's. Il paraît que c'est cette série que le talent du dessinateur Herman a explosé, évoluant de tome en tome vers ses plus belles réalisations à partir du milieu de la série. La densité des scénarios de Greg a créé un univers et des personnages forts. Non, je n'en voudrais pas, merci. Avec cette relation intense entre Red Dust et Comanche, que Romain Renard utilise comme toile de fond dans ce merveilleux road trip, sponsorisé toujours par les craquements de M&M's. Les photos d'époque que Vivienne montre à Red Dust reprennent les visages de la série originale, ce qui permet au lecteur de participer au clin d'œil. L'autre clin d'œil évident est que la tête de Red Dust vieux est largement inspirée de celle du dessinateur Herman lui-même, dont la réputation d'ours se calque parfaitement sur le personnage principal de cet album. Ah oui, mais monsieur, il bosse ses chroniques. Je le savais, mais toi, t'as fait ta recherche. Mais oui, moi je bosse, parce que moi je ne savais pas. Moi je l'ai cherché dans les gens qui savent. C'est une histoire lente et progressive, un véritable moment de cinéma avec deux caractères forts et un scénario qui révèle petit à petit une très habile construction. Romain Renard aime bien prendre le temps de construire ses atmosphères et c'est très réussi avec ce mélange de techniques graphiques, de dessins, de photos retouchées, le tout dans un noir et blanc d'une grande densité. Les lecteurs de Comanche pourront apprécier un retour respectueux sur l'œuvre originale grâce à ce traitement graphique qui, à titre personnel, m'a complètement plongé dans un vieux western road movie en noir et blanc en plein cinéma. Romain Renard n'imite absolument pas le style des aventures de l'époque. Il livre une touche finale très réfléchie, originale, sombre et humaine. Cet album peut sans problème se lire sans avoir connu les albums de la série d'origine, comme c'est mon cas. Une lecture qui a su me capter dès le démarrage, mais vraiment j'ai plongé dedans à fond, et qui malgré son rythme posé, ses scènes très dures, on peut penser notamment à Vivienne dans La Tempête, a su me procurer un magnifique moment de lecture et de cinéma entremêlé, un véritable coup de cœur. Merci Tizak. Pour seulement 152 pages et 1 kg 110. Tu donneras les statistiques finales à la fin. Ah bah oui, là on est grave calé. Bah écoute, c'est du western, c'est ton trip. Alors déjà, c'est pas un western. C'est ça, ouais, justement. C'est pas un western, il n'y a pas de tagada, déjà. Il y en a un, on le voit. C'était les Dalton. Bah déjà, alors le scénario est quand même, je trouve, très bien ficelé parce qu'on a quand même un bon petit rebondissement, des bons petits rebondissements, il y en a plusieurs. C'est intéressant parce que ça te renvoie aussi un peu à l'histoire américaine. Et comment ça s'appelait le public comment ça s'appelait le film, la bande dessinée sur le gars qui vient faire des photos dans justement la partie vachement agricole. Jour de sable. Jour de sable, exactement. Qui parle justement de ce grand vent de sable qui en fait a dévasté des territoires entiers qui étaient vachement agricoles et qui sont devenus en fait une sorte de désert complet où le sable s'infiltre de partout. C'était vachement triste aussi, mais bon. Enfin,
Vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce Revoir comment. Il y a en plus une BO, tu en as parlé, je crois. Quand le désert avance. Ah non, c'était pas Parce ça. que Romain Renard a écrit oui. bande son. J'ai lu Mais les tu en as BD parlé ou pas? Non, j'en ai pas parlé. Moi, j'ai lu la BD J'ai en complètement écoutant. oublié. Voilà, bravo. Bah, ça, c'est Alors bien. en fait, pour être plus précis, j'y ai pensé, mais Oui. je ne suis pas retourné faire la recherche parce que je n'avais plus l'album avec moi et Il y a donc je deux n'étais trucs. pas sûr de mélanger avec un autre album. Tu l'as pas écouté avec la playlist, du coup? Si après, a posteriori. Il y a la playlist et il y a l'album. Ce sont deux choses différentes. Enfin bon, donc dans tous les cas, il y a vraiment plein de choses. Moi, je me suis vraiment bien régalé. Il y a vraiment une lenteur dans le propos. Il y a vraiment des images où on n'a plus rien en fait. Il y a même plusieurs images à la suite où il y a juste du voyage. Et c'est vraiment c'est un très beau bouquin. Et moi, j'avais mis un petit coup de cœur, il me semble bien, pour celui-là, parce que vraiment, c'est exact que c'est. Alors c'est là où je Je j'étais assez confirme, il surpris. y a le C. Non, parce que Angoulême 2025, pourtant j'ai l'impression qu'il était plus vieux que ça. On va voir comment. Non, il est sorti en octobre 2024. Ah ben voilà, 2024. Ouais, Oui, mais du coup, sur l'année. de non, mais publication. voilà, parce que du coup, je le voyais plus vieux, c'est pour ça. Mais bon, en tout cas, moi, c'était un coup de cœur, revoir comment. Parce qu'il y en a Parce d'autres qu'il qui est ont les- pris, j'ai pas donné, mais il a plein de prix, Oui. dont le prix Polar, SNCF, je sais Polar, pas quoi. SNCF, ouais. Voilà. Comme Angoulême, c'est en janvier, forcément, c'est les BD de 2024. Voilà. C'est tout. No Et il cherche. Hein. Ouais. Ça se taquine. Ouais, c'est Pour Géminis, ça. Ça se taquine. Ben moi, énorme coup de cœur, parce qu'en fait, il y a tout pour me plaire. Le dessin est sublime, l'histoire est trop belle, en fait. Elle est belle, elle est belle, elle est touchante. Et effectivement, belle. elle est très bien écrite. Et le côté cinématographique, moi, j'ai trouvé ça superbe, parce qu'en fait... Il va Waouh, faire j'ai des eu bruits dans l'impression tous les j'allais sens. le Il va faire faire des claquer, bruits là. dans tous les sens. Je veux dire, c'est voilà, On est envahi par les moustiques. Il va Que se jongler. passe-t-il Il Que se va passe-t-il jongler avec des maracas tout à l'heure. Non, mais ouais, le côté cinématographique, j'ai trouvé fou parce qu'en fait, on a l'impression de lire un film. Et il y a vraiment des planches qui sont visuelles et qui sont aussi émouvantes que des photographies presque, en fait. Ou du cinéma. Enfin, c'était sublime, en fait. Les dessins et les planches, la construction narrative est sublime et l'histoire est vraiment chouette. Les jeux sur les regards, justement, dans les planches. Ouais. Quand on discute dans la voiture, parce qu'il y a beaucoup de discussions dans la voiture. Beaucoup. sur le trajet. Sinon, il y a Ouais. peu de texte. À part Ouais. ça, il y a peu de texte. Mais il parle pas beaucoup. Hein. Non. Mais c'est très, très visuel et ça fonctionne à fond, quoi. Moi, sur le côté visuel, c'est le côté où je mettrais un petit bémol, c'est que parfois on est un peu dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'au niveau du fait qu'il travaille sur le côté à base de photos, il y a des moments, je sais, c'est ce moment où je me pose la question, c'est est-ce que c'est une photo retouchée? Est-ce que c'est du dessin? T'arrives plus trop à savoir. Moi, c'est un moment où j'étais un petit peu bloqué, mais sinon, c'est un bouquin qui arrive à avoir la réussite d'être deux choses à la fois un hommage réussi du début à la fin à Herman qui en plus est décédé je crois pendant qu'il faisait l'album. Mais il est décédé récemment. Oui, très récemment justement. Donc voilà, c'est un très bel hommage à cette série-là que je connaissais pas du tout. Au début, j'ai été surpris de découvrir comment j'étais une fille en cours de route, tu vois, parce que je savais pas. Greg était aussi un très grand scénariste. Achille Talon, c'est lui. Bon, je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Et franchement, quelque chose que moi j'ai trouvé superbe sur ce récit-là, d'hommage, qui arrive à faire quelque chose de carré, mais à la fois en face, c'est une belle histoire qui suffit à elle-même. Vous avez parlé du côté, ça vous fait penser à Jour de sable, etc. Moi, ça me fait penser à la série Carnival, où justement, ça se passe dans ces époques-là, ça se passe après la crise de 29, où on voit les migrations de gens qui cherchent du boulot, où il y a un épisode dans la série, dans une tempête de sable, à laquelle j'ai exactement pensé, et c'est très très bien retranscrit. Non, franchement, moi aussi, j'y ai mis un coup de cœur, sachant que quand je l'ai lu, vous y avez tous mis un coup de cœur, et donc que j'avais la pression, et que je cherchais tous les points négatifs, j'en ai trouvé un petit, mais il est tellement petit que c'est ridicule. Voilà, Revoir Comanche de Romain Renard, d'après Greg et Herman. Premier coup de cœur, donc. Pour 22,95 €. And C'est the un first coup de one. cœur. Ça va être l'émission coup de cœur. Ouais, il y en a plein au programme. On enchaîne avec Éclore, scénario dessin couleur de Aude Mermillot. C'est sorti chez Casterman pour 27 €. Et j'arrive pas à C'est voir Tayo. qui c'est. Thio qui en parle, oui. Oui, c'est Thio. Et oui, rappelle-toi. Oui. J'ai fait ça avec ma sœur d'ailleurs. Oui. Ta sœur jumelle. Ma sœur jumelle. Alors, je voulais d'abord dire que ce livre m'a été recommandé par la meilleure bibliothécaire du monde, la meilleure libraire. Oh putain.
Fumble. Pas Il Fumble. fait tomber les bouteilles. Ok. Putain, le public est dissipé aujourd'hui. Il va y avoir du bruit aujourd'hui. Hein. C'est le why, hein, franchement, et aucun respect de rien. Donc, ça a été vraiment recommandé par la meilleure bibliothécaire du monde qui était là. Et du coup, j'ai mis du temps à le lire parce qu'on m'a dit, ouais, tu verras, c'est quand même dur. Bibliothécaire. Bibliothécaire. Je l'attendais. Hein. J'étais là en mode, attends, je comprends pas, il parle de moi ou pas? Parce que moi, Mais je suis si, pas je parle de bibliothécaire. toi, ouais, Ah, mais va, ça ok. va, tu m'as compris, quoi. Ouais, ça va alors. La dernière fois, j'ai dit l'autre, il était pas T'as vu, content. regarde, ils sont coiffés pareil. Ouais, c'est vrai. Sauf que Mathieu, il a pas le mulet. Ça peut s'arranger. On peut parler BD ou... Vas-y, je t'enchaîne. Ah, ok. Donc, Moi, j'aurais plutôt parlé de la barbe absente. Je sais pas. c'était le plus évident. Hein. Ouais, voilà, c'est On ça. pouvait parler de poitrine aussi. On Ouais, avait la même, hein, ouais, mais- Moi, je vais toujours au-delà de l'évidence. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est peut-être le problème. Très bien. Allez, on y va avec Enfin le bon. mulet. C'est parti. Donc, Aude Mermilio, je sais pas si c'est bien prononcé, mais bon, voilà, aussi, bon, on s'en fiche. Ouais, faut faire Dans tous simple les sur cas, elle le va nom. nous raconter, en fait, elle va se mettre à nu dans ce livre Éclore. Elle va nous raconter, donc, à 14 ans, justement, donc, sa première, on va dire, expérience sexuelle qui s'est quand même assez mal passée. Peut-on dire? Pas terrible. Pas ouf. Pas terrible. Je recommande ouf, pas. qui du coup va faire qu'elle va un peu se refermer sur son corps, mais elle n'aura jamais dit qu'elle avait été agressée sexuellement. Et forcément, les années qui vont suivre vont être assez difficiles pour elle parce qu'elle va essayer de se reconstruire. Mais se reconstruire, c'est compliqué quand on n'a pas accepté ce qui nous était déjà arrivé en premier. Et on va donc suivre tout son trajet jusqu'au moment où elle va enfin peut-être plus s'accepter elle, accepter son corps, accepter ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, s'accepter soi. Une quête, on va dire, de soi-même et de l'acceptation qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ses envies et de ce que l'on voudrait être au fond de nous. Un bouquin pas évident, hein, clairement, déjà sur le sujet, sur le fond. Sur la forme, moi j'ai trouvé que le dessin est absolument... Tiens, j'ai tourné des pages en même temps que je parle, j'essaye en tout cas. Au début du dessin, on a des couleurs qui sont souvent assez... Enfin, des couleurs justement. On a une teinte grisâtre. C'est ses souvenirs. C'est un peu... Moi j'ai trouvé... Dans l'idée, je donne mon avis. Hein, c'est un peu embrumé. On est dans le lointain, dans ce qu'elle se souvient, avec toute la justesse ou tous les trucs qu'elle a pu y mettre dedans. Et puis, plus on va avancer dans le bouquin, et plus on va avoir, je vais essayer de ne pas faire trop du explicite, on va avoir de la lumière qui va arriver, du vert qui va se créer, alors qu'en fait, au départ, on n'a que du gris. Et en fait, le dessin, je trouve très joli. J'essaie vraiment de trouver des trucs où il n'y a pas que du cul. Oui, Beaucoup. c'est le sujet. C'est le sujet. Et donc, on va arriver sur la fin, où on va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, où on va avoir des trucs plus agréables et plus jolis. Vraiment, on va dire tout est bien pensé dans ce bouquin. Mon avis, moi j'y ai mis un coup de cœur. Pour plein de raisons. Et quand j'ai commencé le bouquin, ça m'a mis très mal à l'aise. Parce que je pense en fait c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut écouter, qu'il faut apprendre. Et c'est important de le faire pour soit garçon, femme. Tout est bien dedans. Mais ça vous renvoie en fait à votre propre expérience. De voir en fait le mec comme il était un connard avec elle à l'époque, est-ce que du coup moi je me suis posé des questions par rapport à mon relationnel quand j'étais plus jeune et avec les femmes, est-ce que finalement j'ai pas été aussi un connard, est-ce que j'ai pas été aussi peut-être irrespectueux ou je suis allé trop loin dans certaines choses, dans certaines phrases que j'ai pu dire, et en fait tout le questionnement que Aude se pose, moi il m'a renvoyé en fait à mon questionnement de peut-être de presque cinquantenaire désormais, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Après elle parle d'elle, elle parle de son vécu, de la manière dont elle le vit, dont elle le ressent. Et effectivement, il y a des fois où elle me choque. Il y a des fois où je suis en accord avec elle. Il y a des fois où je trouve que je ne suis pas totalement d'accord avec elle. C'est normal, parce qu'en fait, justement, c'est sa vie à elle. Et je suis pas forcément... Je ne peux pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Mais je trouve vraiment que c'est un bouquin qui est vraiment fantastique, parce qu'il parle vraiment de son... je dirais de son retour à la vie, où elle a attendu quand même presque 40 ans pour y arriver, hein, trentaine d'années. Ouais, une bonne trentaine. Une bonne trentaine d'années, voilà, pour revenir. Parce que là, je crois qu'elle a la quarantaine. Ouais, c'est ça. Voilà, tu l'as eu, bravo. On est envoyé par les moustiques. Et donc, c'est vraiment un beau bouquin, une belle éclosion, et je pense que c'est à lire absolument. Alors, peut-être pas, effectivement, parce qu'il y a quand même des scènes de nudité, des scènes très crues. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre entre des mains d'enfants. Donc, pour les collèges, vous oubliez, les lycées aussi. Hein. Ouais, je le dis. Ça, c'est pareil pour le public, qui est une phrase silencieuse. Mais vraiment, je me suis régalé, et je remercie encore
ma libraire de m'avoir proposé ce livre parce qu'il était vraiment exceptionnel. Bien, donnons la parole à cette libraire. Nous avons ici une libraire qui va témoigner pour nous. Vas-y, Nao. Moi, j'ai que du bon à dire sur ce bouquin parce qu'en fait, pourrais changer ta voix, s'il te plaît ? On va te reconnaître sinon. Zut, pardon. Tadam, c'était pas moi en fait. Non, en fait, moi, je trouve que c'est un bouquin qui est absolument dingue parce que quand je l'ai lu, il m'a mis un coup de poing dans le ventre, en fait, très clairement. Il questionne énormément de choses, effectivement, sur la relation sexuelle, mais pas que, la liberté, la résilience, beaucoup. Pour moi, c'est un bouquin qui parle de résilience. Et pour moi, c'est l'histoire de cette nénette qui raconte comment elle s'est réapproprié son corps à travers le sexe à partir d'une première fois non consentie, en fait. Donc, en fait, elle a utilisé un traumatisme pour... elle a utilisé un traumatisme sexuel qu'elle a essayé de guérir par des rapports sexuels et elle est partie dans une liberté, et c'est cette liberté-là dont elle parle, mais c'est pas une liberté que physique, c'est une liberté mentale, et en fait, elle raconte comment c'est devenu une liberté mentale. Moi, je le trouve hyper intéressant, ce livre, parce qu'il est d'une intensité folle, il est d'une intimité folle, il est très intime, elle va vraiment... elle se met à nu, et effectivement, tu disais qu'elle te choquait parfois, ben oui, elle est choquante parfois, mais choquante dans le sens où, pour moi, c'est pas gratuit, elle le fait avec... pour moi, je pense, bienveillance. Elle le fait parce que je pense qu'elle en ressent le besoin. Et nous, derrière, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, juste de la remise en question éventuellement ou de l'acceptation de se dire « Ouah, punaise, elle vit les choses comme ça. C'est fou, en fait. » Et son parcours est fou. Et la manière dont elle l'a vécu, je trouve que c'est beau, c'est une belle manière de voir la vie. Vraiment, je trouve que c'est un bouquin qui est fabuleux et qui, sur les relations sexuelles entre hommes et femmes, et pas que entre hommes et femmes, je pense que c'est un bouquin à lire. C'est un bouquin intime qui peut poser beaucoup de questions et qui... je trouve pas trop les mots, mais pour moi, c'est un bouquin qu'il faut faire lire à des hommes comme à des femmes, en fait. Et je l'ai trouvé très, 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 très intense. C'est un bouquin qui m'avait mal au ventre et en même temps que j'ai trouvé magnifique, quoi. Et ça finit bien et... ça finit pas. Mais ça finit pas. Bien. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. C'est une partie de sa vie, donc par définition, elle raconte. Elle n'est pas morte. Elle raconte une partie de sa vie. Et moi, c'était un énorme coup de cœur qui fait mal, mais un coup de cœur absolument sublime aussi. Et moi, je suis pas aussi enthousiaste que vous. J'ai trouvé le bouquin sympa, j'ai trouvé intéressant, mais ça m'a pas marqué quand je vous entends. Après. J'ai l'impression que c'est un bouquin qu'on lit aussi à l'aune de nos expériences, des relations qu'on a pu avoir. Et même si j'ai trouvé l'histoire intéressante, je m'en suis senti un peu à l'écart. Je l'ai trouvée importante. C'est un sujet qui est important, mais qui est important, à mon avis, par les personnes qui pourraient se sentir concernées par cette histoire. Mais tout le monde devrait se sentir concerné par les violences faites aux femmes, en fait. Donc, oui, mais c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai ressenti moi. C'est-à-dire que oui, si tu dis ça. Après, pardon, je te coupe, mais tu peux aussi le regarder. En fait, moi, je le regarde aussi en pensant à mon fils et qu'est-ce qu'il va devenir. Je l'ai regardé aussi en pensant à ma fille. Comment elle va vivre sa sexualité, parce que combien d'argent il va falloir mettre de côté pour la thérapie? C'est ça. Non, mais il y a un côté éducatif, pédagogique éventuellement. Que quand tu as dit, quand ça t'as parlé, je me suis dit, il parle d'argent. Où il va aller? J'ai eu peur. Homme de peu de foi. T'as une réputation, toi. Homme de peu de foi. Mais c'est pour ça que tu vois, je rejoins Nao. Je pense que c'est le bouquin en fait qui doit parler à tout le monde. Tous les humains doivent faire un truc. Après, peut-être que c'est en tome 2, effectivement. Non, j'attends pas le tome 2. Non, mais j'ai trouvé le sujet intéressant. Je pense effectivement, la problématique, il faut qu'on soit concerné par cette problématique, c'est une évidence. Mais ce récit, je ne parle pas de la problématique, je parle de ce récit-là. Si je l'ai trouvé intéressant, si j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était intéressant, m'a pas autant bouleversé que vous, en fait. Et j'ai trouvé ça bien, mais je me sens pas comme étant le public qui va l'apprécier. Je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels ce bouquin peut être essentiel. Mais voilà, moi, je trouvais ça bien, mais pas exceptionnel. Isaac.
Alors, moi, je vais rejoindre un peu tout le monde par des bouts, entre trois chaises. Vas-y, le Normand, vas-y. Je te rejoins complètement, Thio, sur, pour moi, le début du bouquin, et, comme pour toi, Nao, pour moi, la première moitié du bouquin, grosso modo, est absolument magistrale. Et effectivement, avec le même âge avec Thio, on se sent concerné par nos expériences, comment est-ce qu'on les a gérées, comment est-ce qu'on les a menées, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment est-ce qu'on l'a dit, comment est-ce qu'on a forcé, est-ce qu'on n'a pas forcé. Donc voilà, donc clairement, il y a une forme de mea culpa qui débarque très très rapidement. Ensuite, quand on rentre dans son intimité, pareil, c'est très très fort, mais il y a des moments où je suis à fond d'accord avec elle, et puis il y a des moments où je suis beaucoup moins d'accord avec elle. Et son vécu, sa façon de percevoir les choses, sa façon de gérer les choses avec sa psy, il y a plein de moments où je suis clairement pas d'accord avec sa façon de raconter ce qu'elle dit. Encore une fois, ça va rester que mon avis par rapport à ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte n'est que parcellaire par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais disons qu'il y a des éléments qui viennent un petit peu... qui m'ont empêché de venir pleinement dans son récit et dans son point de vue. Par contre, là, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'elle-même, en se mettant à la place des mecs, dans au moins 2 de ses relations, elle se rend compte que c'est pas facile la place de mec, qu'il y a des attentes, qu'elle est dans l'incapacité de gérer, de comprendre, alors qu'elle-même en tant que femme, elle sait très bien ce que la femme en face attend et souhaite. Et elle n'est pas dans l'incapacité de les donner, parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, et elle se pose 1 milliard de questions. Et c'est cet élément-là, par contre, que je trouve intéressant dans la deuxième partie du bouquin, c'est que ce prédicat-là, ce questionnement-là, je le trouve extrêmement fort. Et il faut effectivement, je vais simplifier le propos en disant taper sur la gueule des mecs quand ils se comportent pas bien, mais il faut aussi peut-être 3 secondes se mettre à la position des mecs en disant mais en fait comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, et eux-mêmes aussi se posent des questions et ils n'ont pas les réponses. Et c'est pas étonnant qu'ils fassent aussi des conneries du coup. Parce qu'il n'y a pas un manuel, il y a de manuel pour personne, et que de fait, quand tu n'as pas de manuel, tu fais des erreurs. Et il faut reconnaître ces erreurs, certes, mais il faut qu'en face, on reconnaisse aussi les erreurs et les excuses, et accepter et avancer. Voilà. Pour moi, c'est la limite de son introspection, c'est qu'elle ne va pas suffisamment de ce côté-là. Elle pose la question, elle se trouve dans cette situation-là, mais elle a du mal encore à prendre le recul sur cette position-là, et... je veux dire, à avancer sur le chemin du pardon pour être mieux elle-même aussi. Parce que sans rentrer dans la conclusion et spoiler l'intégralité du truc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le bouquin n'est pas fini, c'est que sa vie n'est pas finie, elle est toujours en construction, elle est toujours en fabrication de son nouveau couple, et son chemin de thérapie, son chemin de psy est loin d'être terminé. Voilà, donc et je pense que il y a peut-être un point à traiter là-dessus. Comment ? Tu veux un tome 2 ? Pas forcément un tome 2, ou alors un tome 2, mais dans 20 ans, quoi. Tu vois, ça serait l'idée. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très très fort de sa part d'oser se mettre autant à nu vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses différents compagnons de route, ou compagnes de route, vis-à-vis de sa compagne actuelle, mais aussi vis-à-vis de sa famille, de ses parents. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Voilà, de ses proches. Donc voilà, donc bravo à elle d'oser ouvrir son cœur, sa tête, son corps à tout ça pour nous permettre, nous lecteurs, de faire une petite introspection aussi. Après, chacun, comme tu disais Pierrick, toi tu t'es pas senti fondamentalement concerné. Voilà, t'as ta vie relationnelle, ta vie sentimentale qui est différente aussi des nôtres et de chacun. Donc voilà, donc chacun pourra aller chercher des éléments. Par contre, comme le disait Thio, en projection sur ses enfants, il y a quand même aussi beaucoup d'éléments à venir chercher, quoi. Non, mais du coup, on attendra le tome 2 dans 20 ans. Et donc du coup, pour toutes les raisons négatives, façon de parler, ou en tout cas sur lesquelles j'étais pas en accord avec elle, je peux pas mettre le coup de cœur sur l'intégralité du bouquin, mais vraiment la première moitié du bouquin, j'étais complètement à fond. Voilà. Éclore de Aude Mermilliot, qui est sorti chez Casterman pour 27 €. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oh là là, excuse-moi, j'étais pas on à lui la met page. tout dans le conducteur et il suit pas, Non, quoi. Comment ça, on lui a tout mis? J'ai tout rempli. 1,190 kg, monsieur. S'il y en a un peu plus, je vous le laisse. Ouais. Je t'ai même fait pour qu'il n'y ait plus qu'à rentrer le chiffre. Maintenant, ça fait gramme tout de suite. Ouais, en même temps, moi, avant, je m'occupais que de mes propres bouquins. Ouais, je sais.
Le jour le plus long du futur, scénario, dessin et couleurs de Lucas Varela, réédité chez Tanibis, parce que c'était sorti chez Delcourt avant, Et la réédition fait 2 fois plus et demi de pour quoi. 25 €, donc une réédition qui a rajouté quelques pages, justement, pour compléter l'ouvrage. Le jour le plus... Alors, Lucas Varela, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup pour son côté graphique, qui va chercher vraiment dans la ligne claire. Et puis aussi son travail sur l'expérimentation autour de la bande dessinée, pour le côté... un peu oubapien qu'il a pu faire dans d'autres bouquins, style... Oui, c'était en cadeau avec, par l'éditeur. Ouais, c'est un SP, c'est franchement... Il écrit bonne lecture, en plus. Ouais, c'est dingue. Peut-être de la main de Lucas Varela. Non, c'était pas Lucas Varela, c'était l'éditeur, qui est sympa aussi. Benjamin Perrier, c'est le stagiaire. Et donc, une nouvelle Guillaume. franchement... C'est vrai, putain, j'ai fait Perrier. Voilà. Et donc, il va vraiment vers l'absurde, vers l'expérimentation, etc. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé dans son travail. Et donc, c'est vrai que quand Anibis a ressorti ce bouquin-là, je leur ai demandé, ils me l'ont gentiment envoyé. L'histoire. Mais on va suivre un extraterrestre qui décide d'aller faire un petit tour sur une petite plage à la cool. Sympa. Sauf qu'au moment où il va s'acheter une petite glace au truc du coin, donc il s'est téléporté là par une sorte de vortex derrière, la glace tombe par terre et il y a une sorte de vers spaghetti rosâtre bizarre qui commence à envahir le monde et à vouloir l'attaquer. Il court tout ce qu'il peut pour s'échapper à travers multiples vortex pour rejoindre son vaisseau. Il passe à travers les trous noirs, il s'échappe dans tous les sens, jusqu'à arriver sur, on va dire, la Terre, enfin une planète, quoi, où il y a des humains, où il arrive à se réfugier. Mais le ver spaghetti l'a suivi. Cette planète est très spéciale car elle est dirigée par 2 grosses entreprises à la fois du divertissement et de la bouffe. Bolloré et Saadé. Ah non, pardon. Voilà, qui en gros sont en concurrence totale. Et ce ver ayant l'air tellement méchant, l'arrivée de cet extraterrestre étant tellement bizarre, en plus on va suivre en parallèle, parce qu'on a plein de petits chapitres, un pauvre gars, tout ce qu'il y a de plus moyen, qui bosse dans une de ces usines, mais qui commence à un peu se poser des questions sur ce qu'il fait, sur le sens de la vie, etc. Et se retrouve au milieu de cette affaire, de ce ver spaghetti qui attaque dans tous les sens, qui amène des scènes avec des narrations un peu étranges, des passages de case à l'autre complètement hallucinés, et va devoir, au fur et à mesure, suivre des missions. Il va devoir infiltrer l'autre camp pour essayer d'attaquer. Il y a un robot au milieu, et ça part dans l'absurde le plus total, avec cet extraterrestre qui est complètement largué au milieu, emprisonné, qui s'échappe, etc. On est dans l'absurde, c'est une BD qui est pas évidente, je pense... à aimer. Moi, je trouve ça très sympa. Je n'irai pas jusqu'au coup de cœur. C'est un genre qui me plaît. Parce que c'est bien raconté. C'est une BD muette aussi. Et faire de la BD muette, c'est pas évident. Pour moi, c'est un genre plutôt difficile. Et voilà, il y a des petits bouts, moi, qui m'ont marqué, des petits passages que j'ai notés. Ça restera pas marqué dans ma mémoire. On voit que c'est un travail de jeunesse de Lucas Varela, qui en a fait d'autres entre-temps qui sont bien plus qualitatifs. Je pense à Paolo Pinocchio, qui était très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais c'est pour prolonger un peu dans l'œuvre de cet auteur, c'est plutôt intéressant si on aime ce côté absurde. Et puis, toujours ce côté quand même aussi un peu critique au niveau de la société, de médias et de malbouffe dans lesquels nous vivons malheureusement. Thio, je te vois dubitatif, je te laisse. Non, je ne suis pas dubitatif. Alors c'est vrai que le Pinocchio, je l'avais moins apprécié. Ah ouais? Que celui-là? En fait, je trouve que le Pinocchio, il y a des moments... Enfin, on va pas parler du Pinocchio. Je trouve que le jour le plus long du futur était plus intéressant. Parce que, justement, ça a quand même l'espèce de petit... au fur et à mesure, en fait, comme tu dis, il y a plusieurs histoires et tout se rejoint à un moment donné avec une sorte de petit... twist un peu à la fin, il me semble. Oui. Qui est quand même vachement intéressant. La plage est importante. Là ? La plage est importante. La plage est importante. Mais vraiment, je trouve ça vraiment une sorte de tour de force. Voilà, le jour le plus long du futur. Parce que les dessins sont à la fois simples, mais en même temps très compliqués. Assez fouillé. Voilà, il y a quand même du détail et il va très très loin. Et en même temps, le scénario, voilà, pour le faire sans avoir une ligne de texte, c'est quand même, voilà, comme tu dis, de faire une BD muette, c'est quand même pas évident dedans. Et là, il s'en passe des choses beaucoup. Et il se passe beaucoup de choses. Et il y a des fois aussi des jeux sur l'attitude des personnages où on voit, enfin, moi j'ai l'impression vraiment d'avoir du Buster Keaton, quoi. Oui, on trouve ce côté. L'attitude des robots, en fait, à des moments, ils prennent des pauses et tu sens vraiment, en fait, tu vois dans l'attitude exactement ce que l'auteur veut nous donner. Et je trouve, voilà, c'est vraiment une vraie réussite. Effectivement, je leur donnerai pas, moi je mettrai pas un coup de cœur sur le jour le plus long du futur, mais c'est une très bonne BD muette, vraiment.
Et l'histoire est très sympa. Si on est intéressé par ce côté Oubapien, je disais Oubapien, aussi, exactement. je pense que c'est un truc à aller voir. Mais je pense que tu la mets pas entre les mains de tout le monde. Non, clairement. Parce que tu la donnes à quelqu'un qui veut... Tu dis, tiens, tu veux découvrir la BD, Kiki? Allez, non, tiens. c'est pas fait pour. Le jour le plus long du futur. Mais c'est nul. Non. Non, C'est c'est nul. pas nul. Moi, je reconnais beaucoup de qualités. Les critiques un peu sur la société un peu insinueuse, ça c'était sympa. Le fait que ça parte dans tous les sens, parfois c'est marrant. Et en même temps, parfois, ça part dans tous les sens. Et du coup, je pense qu'il y a certains moments où j'ai eu un peu du mal à comprendre. C'était parfois effectivement un peu fouillis. Et en même temps, c'est un truc qui m'a plu, c'est-à-dire que j'ai trouvé le dessin vraiment trop cool, mais juste parfois peu compréhensible. Et en fait, je trouvais que c'était très étrange parce que parfois c'était très clair et c'était très net et c'était très bien écrit et c'était très fluide et on comprenait très facilement et d'un coup, pouf, il se passe un truc et tu comprends plus rien à ce qui se passe. Quand il parle dans des trucs un peu complexes, justement, Ouais. où ça passe d'un vortex à D'un un coup, autre, oui, il d'un rentre dans un vortex. endroit Et puis qui tu est rentres plus dans grand à une l'intérieur. nouvelle planète, c'est Ouais. pas la même et ça ressemble à la précédente. Du coup, moi, il m'a fallu genre 2-3 pages pour comprendre qu'on n'était plus sur la même planète, ce genre de truc où parfois j'étais là en mode alors c'est clair, mais c'est pas clair. Ouais, ça manque de marqueurs un peu clairs pour Ouais, certains éléments. c'est ça. À certains moments, ça manque de marqueurs. Mais par contre, pour comparer à Pinocchio, moi j'ai quand même préféré celui-là à Pinocchio, Ah ouais j'avoue. Ouais, voilà, mais avis perso quoi. Hein. On va les Et, laisser classer comme ça. Hein. J'ai D'un j'ai côté, passé vous un l'avez. bon moment, Toi aussi. Ouais. mais c'est vrai que c'est quand même hyper perché quoi. Et Ah tu fais pas lire ça à tout le monde quoi. Ah non, c'est- Vraiment pas. Mais, Même si le mais côté c'est cool. graphique peut être très Oui, attirant. Parce que le Oui, côté parce graphique que c'est fait vraiment hyper tout joli, c'est facile. Enfin, tu te dis sur le papier, ah, c'est trop cool. Mais en fait, non, clairement pas. C'est parfois peu compréhensible, quoi. Et visuellement, même s'il n'y a pas de texte, quoi. Écoute, moi j'ai bien aimé, mais effectivement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Oubapo. Et là, pour le coup, j'aurais poussé le curseur beaucoup plus loin encore. Avec genre vraiment comment trancher plus que ça les couleurs rouge-bleu. Oui, Et du coup, ça aurait simplifié la lisibilité. oui. Mettre la page de gauche et la page de droite sur les deux entreprises différentes pour voir en plus qu'il y a des moments où les activités se passent en miroir sur les deux infiltrés et les deux entreprises. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plein de super bonnes idées dans le scénario, plein de moments très drôles, mais qu'au final, il n'avait pas poussé le truc suffisamment loin dans la mise en forme en lien avec l'Oubapo. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il pousse le curseur dans la narration, mais il pousse pas le curseur dans la mise en page. Et alors après, c'est moi de mon côté qui ne sais pas dessiner le tiers du quart de ce que fait le gars, tu vois. Mais ce qui m'aurait sans dessiner doute le monstre poussé, spaghetti quand il est développé Voilà. la connaissance. moi, ce qui m'aurait poussé vers un waouh, trop bon, c'est justement ça. C'est vraiment un travail supplémentaire sur la mise en page. Et là, c'est peut-être de la faute de l'éditeur de lui dire, mais en fait, grand, là, tu as une super bonne idée, mais vas-y. Après, va plus l'éditeur, loin, là, il est sur va une jusque-là. réédition aussi. Donc Exactement. ouais. Et c'est pour ça que je dis, là, on est sur un truc il y a 14 ou 15 ans, je sais plus. L'éditeur, il fait que reprendre en changeant éventuellement la taille, le format, le cartonné ou machin, mais il va pas reprendre intégralement son travail, le garçon. Donc voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que je trouvais qu'il y avait un bon support, de bonnes idées, plein d'humour, de la critique, machin. Et voilà, il aurait fallu pousser le projet encore un peu plus loin pour que ça soit vraiment délire et vraiment plongé dedans, quoi. C'est très dur à dessiner les spaghettis parce que souvent, en fait, tu essayes que ton spaghetti passe bien dessus, Eh oui. derrière, devant, à C'est vrai gauche, que à tu droite. dessines des spaghettis. Et c'est très très chiant en fait des spaghettis, je t'assure. Et là, toi, tu as une admiration devant ces spaghettis. Ben, je suis si, parce que tu sais le temps que, surtout quand tu veux te faire chier, à ce que ça ait un sens. Parce qu'en fait, dès que tu vois ensuite un trait qui repasse par là, Eh bien, c'est une BD argentine et pas italienne, mais qui maîtrise totalement la spaghetti. Ouais, mais les Argentins sont un peu italiens, tu sais. Le jour le plus long du Ils sont un futur peu nazis. de Lucas. Putain, mais ce point Godwin qui nous sort comme ça du néant. Mais sortez-le, quoi. Les Argentins, c'est un peu des nazis. C'est facile, je veux dire. Non, mais Il est où c'est le quoi problème? ce truc? C'est compliqué quand même. Mais c'est pas compliqué, c'est historique, c'est vrai. Bon, chez Bon, Sanibis, c'est historique, c'est vrai que c'est vrai. pour 25 €, je pensais que je serais un peu plus seul à la défendre, donc je mais suis alors, agréablement surpris quand Si le même. documentaliste était là, Ouais, il dirait que historiquement ça tient pas la et route. l'archiviste d'ailleurs.
Je dirais qu'historiquement, ça tient pas la route, le fait que les nazis sont argentins. Passons sur des les Argentins sont nazis. On n'a pas parlé du poids. Je tiens à préciser que la première édition pesait à peine plus de 300 grammes. Alors que là, on est, selon les dires de Pierrick, parce que moi, j'avais pas réussi à trouver une autre source, une source qui nous indique 802 grammes. Alors, c'est quoi la différence? Le poids des mots. Le choc des photos. C'était collection shampoing, je crois, la première édition. Donc. Du coup, carton de petit format, surtout papier, moins bonne qualité. Voilà. Mais du coup, t'as le premier. Non, je l'ai pas lu. Je ne l'ai pas. Mais on l'a pas déjà lu, ça? Non, on l'a pas lu celui-là. Je suis quasi sûr qu'on l'a pas lu. Ouais, peut-être. On a lu d'autres choses. Moi, j'aime bien le côté Varela. quasiment sûr parce que tout est dans les 10% qui restent. Ouais, c'est ça. Bon, passons à des choses un peu plus difficiles à chroniquer. Alors, Terre ou Lune, un des premiers albums sortis chez Morgan, jeune éditeur. Bravo. Scénarisé, Félicitations, dessiné et colorisé par Jade Koo pour... Jade Koo. Ouais, je sais pas comment on prononce. Attends, tu vas pas le reprendre sur une prononciation Pour 32,90 €. Je m'éclate à reprendre du coréen, je connais rien. C'est ça, j'allais te dire. À un moment donné, Et puis, Qui est une autrice française. elle est française, oui. Voilà, C'est bon. une histoire en 2 tomes. Sinon, là, du coup, j'aurais pété un câble. C'est sûr que c'est 2 Donc, Oui, c'est marqué. C'est des fois qu'il y a du succès, ils disent on va faire un 3e. C'est écrit 2. c'est écrit 2. Vas-y, bouge tous les micros, n'hésite pas. Je vais bouger tous les micros. Bon, allez, Nao, qu'est-ce que ça, c'est ce que cette sera histoire en encore? Alors, Terre ou Lune. Terre ou Lune, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné d'ornithologie. Il adore les Et là, oiseaux. on a perdu la moitié du public. Il Voilà. fait rire les oiseaux, il fait... Pardon. Il fait chanter, voilà. Et donc sur le papier, tout le monde se dit, on s'en bat les couilles. C'est un gosse qui aime les oiseaux, Ouais. quand vous voulez. Non, mais attends, tu te rappelles quand même qu'il a dit on met pas Tizak à côté de Nao, ils mettent le bordel. Qui est-ce qui se met à chanter la compagnie créole? Voilà. Ah, c'est elle qui a chanté, moi juste. Pardon? Je crois pas, non. Je crois pas, non, là. On a un enregistrement. Je crois pas, Tu veux non. qu'on Non, enregistre écoute, tu veux qu'on réécoute? Moi, j'ai cité la compagnie créole, je n'ai pas chanté. Il n'assume pas. Il assume pas, c'est moche. Vraiment. La mauvaise foi. C'est- Putain, Bref. on dirait un Argentin, quoi. Donc, je disais, on se tait maintenant. Parce que c'est important, Attention, d'accord? Nao strict. C'est important. Terre ou Lune est important. C'est un coup de cœur, d'accord? Voilà, soyons très clairs là-dessus. Ça y est, la meuf, elle nous fait un Donc, coup de cœur. sur le papier, le gosse, il aime les oiseaux. Sur le papier, tout le monde s'en bat les couilles. Sauf que en vrai, c'est quelque chose qui serait important pour la suite. En gros, l'histoire démarre. Notre gosse, il monte un club d'ornithologie et enfin, il a des copains. Sur le papier, on se dit c'est cool, tout va bien, la vie est belle, les dessins sont beaux, on a l'impression d'être au Japon. Pas du tout, on apprendra qu'on est sur la Lune. C'est très calme, c'est très doux, c'est très lent, c'est d'une beauté, d'une poésie qui est folle, jusqu'au jour où notre garçon, sans faire exprès, va tuer son père. Et quand je dis sans faire exprès, c'est que véritablement, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il comprendra plus tard qu'en fait, sa mère lui a donné un produit pour tuer son père et qu'en fait, par l'intermédiaire de sa mère, il tue son père sans le savoir. Évidemment, sa maman va finir en prison. Le papa étant mort, lui va terminer dans un genre de camp pour orphelins. Et donc en fait, il va passer 4 ans là-dedans en étant complètement enfermé, en étant toujours en contact avec un de ses copains de l'ornithologie. Et au bout de 4 ans, son copain et tous les autres copains du club d'ornithologie, ils ont vraiment monté une asso et ils vont lui dire, écoute, copain-copine, ils vont lui dire, écoute Loulou, on te fait une convention de stage et donc au bout de 4 ans, enfin, notre petit garçon, il va sortir de sa prison pour enfants. Et là-dedans, il va un petit peu redécouvrir le monde. Et dans cette redécouverte du monde, dans cette redécouverte de ses amis, il va se rendre compte que évidemment ses amis l'ont pas attendu pour faire leur vie. Et lui, il avait beau être fan d'ornithologie et être le meilleur dans son domaine, le fait est que les autres ont commencé à le rattraper. Et au-delà de ça, il se dit, mais quand même, en y réfléchissant bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère et mon père ? Ok, ils étaient séparés, ok, ils s'entendaient pas bien, mais de là à ce qu'elle le tue en passant par moi, c'est quand même d'une extrême violence. Et donc lui, il va petit à petit, tranquillement, essayer de profiter de cette nouvelle liberté retrouvée pour commencer à mener tranquillement l'enquête. Voilà. Évidemment, on va apprendre des choses complètement folles et on va découvrir cet univers en même temps que lui, parce que là-dedans, il va comprendre que le fait qu'ils habitent sur la Lune, c'est pas étranger à ce mystère-là. Parce que c'est bien sympa, mais la couve, ça vend de la SF quand même. Et la couve vend de la SF. Et effectivement, quand on avant de t'en l'ouvre... rendre compte.
Oui, on met très longtemps avant de se rendre compte parce qu'on a vraiment l'impression d'être au Japon en fait. On a vraiment l'impression, on a quelque chose de très visuel, de très doux. On a vraiment l'impression d'être dans un Miyazaki, vous voyez, avec cette espèce de lenteur solaire, belle et poétique et magnifique. On rentre dans ce. graphique avec le Mais oui, non, mais il y a des références de tous les côtés. C'est sublime, quoi. Sublime. C'est Mobius. C'est Nausicaa, bien sûr. Oui, mais il y a un petit côté Nausicaa quand même. Oui, non, mais les deux. Et enfin bref, et donc il va se rendre compte de beaucoup de choses et enquêter sur beaucoup de choses, notamment quel est le rapport avec la Terre, quel est le rapport avec la Lune, pourquoi est-ce que seulement la moitié de la Lune est occupée, qu'est-ce qui se passe, machin. Enfin bref, beaucoup de questions dans cet univers absolument improbable. Et enfin voilà, c'est pour moi un énorme coup de cœur parce qu'il y a tout qui est bon. Le dessin était fou, les rebondissements étaient fous. Moi, je pensais pas que ça partirait sur une forme d'enquête, mais le fait est qu'il y a une enquête, mais c'est pas non plus le thème principal. C'est vraiment l'histoire de ce jeune homme qui redécouvre la vie en fait et qui va profiter de redécouvrir la vie pour enquêter sur sa mère et son père. Enfin, c'était fou en fait. Et ce sera en 2 tomes, donc ça fait chier parce que du coup, il faut qu'on attende le tome 2. Mais enfin, c'était fou quoi. Alors, parlons des tomes 2, vous me connaissez. Donc, voilà. C'est pour ça que je vais prendre la parole, parce qu'on parle sur les tomes 2. Pour le coup de cœur. Franchement, moi je vois la couve, je me dis, ça a l'air de la SF, et je commence à tourner les pages, et je dis, non mais ils se foutent de ma gueule, c'est où la SF, là ils sont dans la campagne, machin chose, c'est quoi cette histoire, les oiseaux, les piafs, tout ce que tu veux. Et puis, il y a un oiseau de lune, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ça devient nawak. Bon, très vite tu comprends que t'emmène dans son intrigue et sur ses personnages, parce que c'est les personnages le cœur de son histoire. Et son univers apparaît tout en douceur et il nous fait rentrer dans l'univers petit à petit jusqu'à ce qu'il passe la frontière et là tu t'en prends un grand coup dans la gueule quand ils arrivent sur cette frontière entre la zone qui a été rendue habitable et la zone qui est encore avec de la pesanteur. Alors techniquement, je sais pas comment ça peut marcher, mais c'est pas grave. Ils ont eu l'atmosphère parce qu'ils respirent. Voilà. Oui, il y a de l'atmosphère aussi partout, pour le coup. Mais c'est pas, comment dire, t'es sur une espèce de lune chelou, mais c'est pas habité, oui, quoi. Voilà, mais scientifiquement, ça m'a fait oublier la science. Oui. Tu vois, parce que là, j'y pense là maintenant, parce que je suis en train d'analyser. Mais quand je l'ai lu, j'ai fait, mais non, mais c'est pas grave, ça marche. Je le dis, je me posais la même question, et en fait, j'ai fait, je m'en branle. Ouais, c'est ça. Oui, les personnages sont très bien écrits, sont très bien racontés. Parfois, on a un peu de difficulté sur savoir si le personnage est... Enfin, sur le sexe de personnage. J'ai eu un peu de mal par moment. Est-ce qu'on s'en fout pas aussi ? Totalement. Mais... j'ai eu un moment où j'ai eu ce moment d'instant de doute, puis je vois Hill, c'est Hill, très bien, c'est pas grave, mais bon, ça joue sur un peu les relations aussi telles qu'elles sont apportées entre eux, mais l'univers tient super bien la route, ça marche super bien, c'est très bien raconté, il y a au niveau du graphisme, c'est une tuerie de sa maman, parce qu'on croit qu'il y a un style, mais dans son style, elle arrive à cacher des tonnes de sous-styles qui marchent à la perfection, un petit bijou, et je sais même pas pourquoi on attend un tome 2, tellement c'est bien tout seul en fait. Mais j'aimerais bien connaître la fin de l'histoire quand même. Hein, non mais, bordel. Surtout que ça s'arrête vraiment à un moment bien de merde. Pas envie de connaître la suite. Voilà, ti. Je ne veux pas tergiverser 1000 ans. Oui, coup de cœur, c'est une évidence. Miyazaki, on en a parlé. Enquête, on en a parlé. Je vais revenir 3 secondes sur ce que tu disais sur le fait de ne pas savoir si c'est des garçons ou des filles. Moi, j'ai envie de te dire que clairement, c'est même franchement posé à mon sens que c'est asexué. Oui. C'est-à-dire que le fait de désinhiber dans le groupe d'ornithologie, le fait d'être un garçon ou d'une fille, de se foutre à poil et d'aller se baigner, ça pose tout de suite le cadre de, en fait, on s'en fout que ce soit un garçon ou une fille. Il n'y a pas du tout de tension sexuelle dans l'affaire. Il ne va pas y avoir d'histoire d'amour a priori dans l'affaire, en tout cas pas dans ce premier tome, c'est clairement pas le sujet. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, le fait de ne pas différencier garçon-fille dans ce pataquès, parce que même le personnage principal, garçon, il a un peu des airs de petite fille, tu vois. Enfin, franchement, on m'aurait dit que ça serait appelé Heidi, ça marchait aussi, quoi, tu vois. C'est la coupe de cheveux, je sais pas pourquoi. Mais c'est la coupe de cheveux qui fait un peu féminine, là, comme ça, tu vois. Mais peu importe, en fait. On est vraiment dans une histoire de recherche, d'enquête, d'introspection, de recherche de l'origine de l'amour et comment cet amour il peut se transformer autant en haine. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Comment ça a pu, alors qu'il y avait des amis autour, qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait plein de choses, plein de bonnes choses, des points communs en pagaille, de la musique qui reste quand même un élément central dans tout ça, l'ornithologie qui reste un élément central. Comment est-ce que ça a pu dériver sur un enfant aussi accessoirement ? Comment ça a pu partir complètement en brioche au point de se haïr et de tuer l'être aimé ? Voilà. Je reviens juste sur un truc, tu rebondis avec la musique. On a quand même l'impression quand on lit ce truc que le monde de la Lune, c'est vraiment sympa et c'est super cool. Puis de temps en temps, t'as des petits trucs qui te font te rendre compte que peut-être pas tant que ça. En fait. Justement, c'est là aussi que je voulais rebondir, c'est que le côté asexué des personnages montre aussi une forme d'apathie.
C'est-à-dire que l'empathie reste l'apanage des pseudo-rebelles, ceux qui ne respectent pas tout à fait la règle. Et que pour l'ensemble des autres, même si c'est très beau, même si c'est très mignon, on est un peu dans Bienvenue sur Gattaca, quoi. Hein. On respecte des règles de société extrêmement rigides, extrêmement strictes. On a merdé pendant des milliers d'années ou des centaines d'années sur Terre. On ne va pas reproduire les mêmes cochonneries sur la Lune, mais d'une certaine façon, à quel prix ? Ils n'ont pas de M&M's. Ils n'ont pas de M&M's. Et je pense que le deuxième tome va nous amener un petit peu sur cette piste-là, de la piste de l'humanisation, déshumanisation, des besoins de sentiments, des besoins de faire des conneries pour rester humain, et voilà. Surprise. Alors moi, j'aimerais surtout que le tome 2, il me parle un peu des géants quand même. Ouais. Alors oui, parce que tu veux dire ce petit truc. Voilà, vous êtes tous passés là, ouais. Mais tranquille. parce que je voulais pas trop en parler de ça. Ah, moi non Les plus, gros je trucs voulais sur la pas en couve. parler. Le gros truc sur la couve. Le gros truc sur la couve. Ça, c'est un géant. Okay. C'est un géant. Oh mais non, mais il spoil tout. Mais je spoil rien du tout. J'ai dit sur la couve. Alors tu vois, moi, il n'y a pas que ça. L'histoire des géants, j'ai envie de me laisser emporter et on verra ce que ça va donner. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est la création de la Lune et le rapport, vraiment le truc entre la mère et le père, tu vois, par rapport au fait que du mystère, machin et tout, au bidule. Bref, vous verrez quand vous lirez. Mais ça, moi, c'est un truc qui... Oui. En fait, voilà, l'histoire est... Il faut peut-être 4 ou 5 tomes, en vrai. L'histoire est géniale. Mais qu'on veut plus. Il y a plein de petits bouts. Et je veux une adaptation en animé. Hein. Comme d'habitude, démerdez-vous, les gars. Je n'ai pas lu le 4e de couve, parce que souvent, les 4e de couve... Ils racontent trop de choses. Soit ils racontent trop de choses, soit ils disent de la merde. Donc, du coup, j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé la tranche non plus. Je suis arrivé à la fin du livre. Et là, on a dit... Via la tranche, je vais écrire première partie. Et il y avait écrit fin du tome 1. Et là, j'ai dit fuck off. T'as même pas lu la première page. J'ai écrit première partie. Vous allez vous faire foutre un peu quand je parle, merde. Oh, mais c'est chiant, quoi. Bon, voilà. Sinon, moi, j'ai mis un coup de cœur. Et je m'en branle. Voilà. Ouais, totalement. Ils font un coup de cœur, t'en as rien à faire. Coup de cœur pour toi. Ouais. Alors, tu fais quoi? Quoi? Il y a toi qui l'avais pas mis. Si, je l'ai mis. Ah bah, bon, ça fait un coup de cœur. Voilà, cœur général. c'est bon, quoi. Moi, je l'ai. Toi, tu te la fermes. En fait, finalement, Je la ferme. j'hésite. Je suis pas sûr. Ah non, mais là, c'est encore grosse unanimité sur le sujet. Oui, c'est des unanimités. Il n'y a pas aussi de. grosses. Ouais, Il n'y a pas de. Ah, je sais. Ouais, il n'y en a pas un qui est un peu en demi-teinte. Non, on défonce non. tout, là, Pépé. Voilà, ça, c'est du Let's coup de go. cœur comme je les aime. Et en même temps, si il avait fallu que je poursuive une chronique précédente sur le rapport entre la qualité et le poids, on est sur 1,520 kg, messieurs, dames. Belle Voilà. bête, hein. Terre ou Lune de Jade Cou, tome 1, chez Morgan, pour 32,90 €. Alors, je tiens à préciser que nous avons une émission de poids. Morgan. Morgan. Pas Morgan. Morgan. Ah, j'ai dit Morgan. Ouais, c'est C'est ta Morgan. fille, mais C'est comme Good Morgan, quoi. c'est ce que Guten je voulais Morgan. dire. Ouais, c'est- Guten Morgan. Donc, nous sommes sur une émission de poids. Nous sommes sur une émission à 4,622 kg. Ah, elle est pas mal quand même. Là, je vous Sur les l'annonce, frais de hein. port, ça chiffre. Hein. Ah bah putain, j'ai envie de te dire, 4,622 bouquins, oui. on est quand même sur une très c'est la première. Malheureusement, on n'a pas d'émission de stade précédent. Et comparaison. d'ailleurs, justement, cet été, j'aimerais que tu refasses toutes les émissions, les 300. Exactement, les Et 339 Et que précédentes. tu fasses. Voilà. Et les justement, hors-séries, le tant poids. qu'à faire. Et les hors-séries, bien sûr. Et les splash pages. On n'a pas fait beaucoup, mais ça peut se faire Eh ben, aussi. écoute, si je me prends une petite année sabbatique ou deux ou trois, Sympathique. Vas-y, essaye. peut-être que j'envisagerais de ne pas le faire. Bah, Mais Voilà. Et on a même le poids au kilo. et on a même le prix au kilo. Nous sommes. Alors franchement, là, on est bien. On est sur un petit 23 € le kilo, 23,33 € pour être précis. On est bien. Franchement, on est pas mal. Fruit de mer. On est sur la petite promo du boucher, quoi. Voilà. Bon, on va aller dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Un œil sur Mandalorian et Grogu. Et aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau qui vient tout juste de débarquer dans nos salles obscures, The Mandalorian and Grogu. Oui, c'est à moi. Attends, je suis en train de faire la chronique, Eve. Alors, pourquoi c'est un petit événement ? Eh bien, tout simplement parce que ça fait plus de 6 ans, depuis l'ascension de Skywalker en 2019, que la saga Star Wars n'avait pas pointé le bout de son nez sur le grand écran. Et pour son grand retour, Lucasfilm a choisi une stratégie intéressante, ou désespérée, selon le point de vue. Plutôt que de lancer une toute nouvelle trilogie, de partir sur un one-shot de dingue à la Rogue One, mettre vraiment de la thune à donf. mettre de la thune à donf, ils ont pris leurs deux plus grosses poules aux œufs d'or de la télé pour les transférer au cinéma, à savoir le Mandalorian et le mignon petit Grogu. En faisant un petit scénario, un petit film à 150 millions de dollars.
Ouais, mais quand t'as pas beaucoup de thunes, voilà, c'est quoi, c'est l'argent de poche de ma fille pour la classe verte, quoi. Alors, pour vous situer le truc chronologiquement, le film est réalisé par Jon Favreau. Ça se place juste après la saison 3 de la série The Mandalorian. On retrouve notre chasseur de primes préféré, Din Djarin, et bien sûr son fils adoptif aux grandes oreilles, le petit Grogu, qui officie désormais pour le compte de la Nouvelle République. On est toujours dans cette fameuse période post-chute de l'Empire. Là où il y a un peu des restes de dictature impériale qui bougent un petit peu dans la pénombre et qui essaient de faire chacun leur petit beurre et éventuellement remettre un peu des choses en place. Pour les auditeurs du podcast qui ont un peu décroché des séries Disney, rassurez-vous, le film a été pensé pour être un popcorn movie à bloc, accessible même si vous n'avez pas validé votre doctorat en série Star Wars, même si vous ne connaissez ni Mando, ni Grogu, ni quoi que ce soit, vous pouvez y aller. Alors, ça raconte quoi ? Donc, comme je le disais, après les événements de la saison 3, Din Djarin bosse comme chasseur de primes indépendant pour la Nouvelle République, sous les ordres d'une supérieure assez stricte, la colonelle Ward, jouée par... Les sous, ils sont passés là, Sigourney Weaver. Sauf que sa routine va être bousculée par un contrat très particulier. La Nouvelle République a besoin d'infos cruciales sur un mystérieux seigneur de guerre impérial, le commandant Coin, dont ils n'ont absolument... Bitcoin, ouais. Ils n'ont absolument aucun portrait, donc il va quand même falloir trouver des infos. Et bien, ces tuyaux vont arriver par les jumeaux Hutt. Et oui, comme Jabba de Hutt. Ben là, ce sont des frangins qui ont repris les affaires de Jabba. Un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Le marché est simple. Mando et Grogu accompagnés... Là aussi, le sexe n'a pas trop d'importance. Ouais, c'est un blob, quoi. Accompagnés de Z que les fans de Star Wars Rebels reconnaîtront, doivent retrouver et escorter Rota le Hutt. Rota le Hutt, c'est le fils de Jabba le Hutt, qui a bien grandi et qui... bien musclé, Jabba, franchement quoi. un Hutt musclé, moi j'ai trouvé ça délire, et qui est doublé par Jeremy Allen White, le gars de The Bear. Ah ouais. Les sous sont aussi passés là, parce que le mec il est en hype de fou. Oui, donc. Il a été Il porte kidnappé. très bien le donc, caleçon aussi, je comprends. il porte bien le caleçon aussi. Ouais. Donc le fils de Jabba a été kidnappé, se retrouve forcé de combattre comme gladiateur dans des arènes de l'espace, sauf que bien évidemment, passer un marché avec des bandits notoires comme les Hutt ne peut qu'apporter son lot de mésaventures que je ne vais pas vous spoiler ici, ne t'inquiète pas Nao, pas de souci. Mais bon, en résumé, notre duo va se retrouver coincé entre la Nouvelle République d'un côté, un empire du crime prêt à tout, des monstres d'arène bien énervés, bref, un vrai contrat qui tourne mal en mode buddy movie au milieu de la pègre galactique. On était pas mal. Qu'est-ce que j'en pense ? Pour faire simple, c'est pas un grand miracle. C'est pas le meilleur Star Wars. Ça fait avancer l'histoire de Star Wars ? J'y arrive. C'est un bon film d'action, popcorn, qui réunit les bons ingrédients utiles à un bon Star Wars, des combats sur Terre, dans l'air, une bonne musique, de beaux décors, de bons effets spéciaux, une touche très très appuyée d'humour et de mignonceté, avec Grogu, mais pas que, des bons sentiments, des méchants très méchants, du mystère, des complots, le tout dans un contexte de quête initiatique où les pouvoirs grandissent. Pour Grogu, vous l'aurez bien compris. Il ne manque qu'un combat au sabre laser, mais bon, ça rentrait pas trop dans le contexte. Concrètement, ça n'ajoute rien à l'univers Star Wars. Ça ne propose pas grand-chose avant, si ce n'est la série, donc allez prendre un abonnement chez Disney+, et ça ne propose surtout pas grand-chose à venir. C'est-à-dire, éventuellement, ça pourrait être raccroché à Ahsoka, qui est déjà sorti sur Disney. Donc au final, bon... c'est pas avec ça qu'on va se faire des grandes saucisses pendant 1000 ans. Bon, après, il y a quand même des trucs sympas. On est quand même sur un retour au vrai, ou presque. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet. Ça s'appelle le volume. C'est les immenses cages d'écran LED. Je connaissais le principe, je connaissais pas le nom. En haute définition, qui projetaient les décors en temps réel dans la série. Pour le film, Jon Favreau a voulu lever le pied sur le 100% numérique. L'équipe a carrément investi des vieux hangars d'aviation historique à Los Angeles, les Concept Huts, construits pendant le boom de l'aviation au milieu du siècle, pile à l'époque qui a inspiré George Lucas à l'origine. Ils y ont bâti d'immenses décors physiques et bien réels, bien tangibles, pour donner de la texture à l'image. Autre élément, du bricolage à l'ancienne. Ce qu'ils avaient fait sur Andorre. C'est ça. L'équipe artistique s'est éclatée à faire du kit bashing. C'est une technique historique d'effets spéciaux qui consiste à démonter des vieux modèles réduits de voitures, d'avions, de machines vintage pour assembler de nouveaux vaisseaux. Je vais aller farfouiller un peu des trucs, je n'étais pas au courant. Mais sur plein de trucs, je suis allé chercher parce que quand on est sorti de la salle, on a dit mais putain, ils ont foutu des animatronics partout. Ils ont fait le truc à l'ancienne. Et notamment sur les petits personnages là, les 4 petits frangins, enfin tu vois, on est quand même sur un truc un peu comment s'appelait cette série là, pas Bomber X mais
ce que tu veux dire. Voilà, hein, c'est vraiment, on est un peu sur ce type d'animation. Du stop motion. Oui, ou alors non, c'est pas du stop motion, mais Animatronics. ouais, c'est des animatronics avec vraiment des trucs un peu très vieillots. En tout cas, ça fonctionne bien, ça fait un côté futurisé, voilà, ça marche bien. Bon, on a gros goût, hein, c'est quand même le top gamin. C'est le vendeur de peluche, quoi. Le vendeur de peluche. Sauf qu'on oublie juste que la performance technique derrière le Baby Yoda, elle est juste monumentale. À l'écran, c'est pas un effet numérique, c'est bien une marionnette animatronique qui est super complexe et parfois il faut 3 ou 4 opérateurs en simultané rien que pour faire bouger les yeux et les oreilles. Donc, voilà, ça apporte aussi son petit charme. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, l'argent, il est passé dans le casting. Hein. Pedro Pascal... Ou pas. Alors, si, parce qu'on le voit, je pense que ça se mesure en secondes. Ouais. Le reste du temps, ça pourrait être Jean-Paul Pichard sous le costard. Peut-être 1 minute 30. Ouais. Si, il tombe dans le trou. On le voit, il a toujours... Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il tombe dans le trou. C'est vrai, tu as raison. J'avais oublié. Bon, bref, voilà. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça serait presque pareil. Ouais. Mais là, clairement, entre Pedro Pascal, Sigourney Weaver et Monsieur Zebert, ça fait un trou dans le budget, quoi. Bon, bref, concrètement... Hein. Allez, on voit chaîne là, parce qu'il n'y a pas Bon, concrètement, c'est un film que j'ai trouvé généreux. On peut lui reprocher 1 milliard de trucs, mais c'est un film généreux. Vous y allez pour aller voir un bon film d'action dans l'univers Star Wars, pas plus. Ouais. Si vous en attendez plus, forcément, vous serez déçus. Alors, moi, je dirais même qu'il y a déjà ça, d'une part, vous serez déçus, mais surtout, c'est que j'aimerais... Alors, c'est vrai qu'il s'appelle Disney, mais à un moment donné, peut-être qu'ils peuvent tenter un truc assez ouf, c'est de se dire qu'ils pourraient faire des films non pas pour enfants, mais des films Star Wars pour adultes. Ouais. Pour les enfants qui ont vu les premiers. Parce que les enfants qui ont vu les premiers, ils ont grandi. Andor était, je trouve, une série qui est géniale. Ouais. Rogue One était un film génial. Rogue One était un film génial. Qui fonctionne comme Andor. Parce que on ne considérait pas comme un minot et on visait un peu plus haut. Donc peut-être que Disney, se dire à force de se cracher au box-office, peut-être se dire qu'il faut prendre des vrais scénaristes et leur dire en fait c'est un film pour les grands, quoi. Tu demandes à Disney de prendre des risques. C'est ça. En fait, ah merde. Dans ce que j'ai coupé, c'est compliqué. Dans ce que j'ai coupé, je vais vous lire une phrase. Le film reste peu ambitieux sur son scénario et sur les pistes le rapprochant à un futur de l'histoire de la licence. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un moment où ils ont tellement peur de perdre de l'argent sur un film qu'ils préfèrent faire du moyen pour contenter tout le monde et ratisser large au niveau des tranches d'âge. Plutôt que d'oser quelque chose. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas oser, ils vont faire comme d'ici par rapport à Marvel, et ça va être que de la merde, quoi. Disons que, pour revenir sur Disney en général, je pense qu'ils n'osent pas sur les licences, ils osent d'autres trucs à côté, sur d'autres choses qui ne sont pas de la licence. Mais sur les licences, ils ont tellement peur de foirer, ils ont un passif tellement gros qu'ils n'osent pas, et c'est dommage. Ils avaient osé quand ils ont commencé Mandalorian. T'as déjà tellement fait de la merde à un moment donné. Non, parce ça que change la recette. Mandalorian, c'était déjà eux quand c'est Oui, sorti. c'était déjà eux, mais les mais le fait est que même sur ça, la saison 1, elle est folle, et la saison 2, t'as l'impression qu'ils ont adouci pour faire que ça passe pour les enfants. Ils avaient osé au départ, et ensuite, et c'est un peu dommage. Bon, c'était Mandalorian et Gros Goût. Si vous voulez passer un bon moment au cinéma avec vos enfants. Non, faut pas envoyer les enfants quand même, hein, les gars. Il y a des monstrouilles. Voilà, moi, ma fille de 6 ans, elle ne va pas y aller. Hein. Bon, ma fille de 9 ans l'a vue et honnêtement, elle était morte de rire, elle s'est régalée. Voilà, elle a passé un moment exceptionnel. D'accord. Et mon fils de 13 ans, lui, il a passé exceptionnel, parce que nous, en plus, on avait un concert de violon avant le film. Wow. Et on avait en plus des personnages en cosplay de tout le film. Donc, du coup, on a fait des photos. C'était la folie le jour de la sortie. C'est trop bien. Wow. Nous, on s'est régalé. Il se la pète. Je me suis régalé, c'est tout. Tu as raison. Profite. Et j'avais Plo Koon derrière moi, tu vois, d'accord. J'étais assis et j'avais Maître Plo Koon juste derrière moi. Ça aussi, il y a plein de fanservice. Oui. Et il y a plein de petits clins d'œil à la première trilogie aussi. À la première trilogie, à Star Wars Rebels. Ouais. Voilà, il y a un million de petites choses qu'il faut aller chercher. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un film généreux, quoi. Eh bien, c'était une émission très ambitieuse, très généreuse, pleine de coups de cœur. Parfois, nous n'étions pas d'accord, mais chaque album qui est ici avait son public et était fait pour plaire à quelqu'un, voire pour mettre les gens en extase. Franchement,
chapeau, va-t-on être aussi bon la prochaine fois? Et c'est possible. C'est possible. Impossible. La pile, C'est possible. la pile est C'est pas mal C'est non plus. possible. Avec C'est la possible. carte Kiwi. C'est possible. SNCF. À SNCF, c'est Si possible. vous nous aimez, vous pouvez aller sur la galerie de Mathieu sur Instagram, la galerie de Mathieu, où il poste ses petits dessins, parce que c'est trop bien ce qu'il fait, où il essaye les spaghettis et ça le fait chier. Je le note. Vous pouvez retrouver Nao sur Nao Migurumi, mais pas trop en ce moment. Mais elle va s'y remettre. Ouais, elle va s'y remettre, voilà, c'est ça. Quant à nous, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sous mon pseudo Wanaipier ou sur le nom de La Voix des Bulles. N'hésitez pas à chercher et à nous trouver, même si je crois que X, ils veulent plus que je me connecte, mais c'est pas grave, parce que X, c'est de la merde. Ouais, voilà. Et C'est argentin, X, non? X, ouais, il y a un petit côté argentin. C'est nazi. Hein. Voilà. Chez X. C'est X. Voilà. Mais attention, hein, tout ce qui est X, c'est pas mauvais. Hein, les films sont pas mal. Ouais. Mais je veux dire, à côté, le reste, c'est vraiment bien pour Ave. Il faut le dire. Sur ce, on n'avait même pas de gens dans le public pour nous aider à trouver un titre. Il va falloir qu'on se torde les ménages juste Ils sont pas derrière. Mais non, on n'a pas ce personne. soir, c'est un Tu carnage. vois, c'est un carnage, on n'a pas de C'est public. une horreur. C'est C'est la une honte. horreur. Ce La soir, je sais pas, il y a un match de foot. hein. Sur ce, on vous dit au revoir à tous. Partie de jeu de rôle en général. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir. Bye. Dans la mémoire et obscurescente, ils appellent chroniques contre les murs. Isabelle, les yeux bleus, Bleu les yeux, Isabella.